moi je vais rentrer plutôt dans le sujet. Hein. Je viens de voir dans Le Monde que ça y est, l'exécutif prépare la bataille de la PMA. Hein. Et donc, que vous compreniez le lien entre... peut-être Guillaume, si tu veux t'asseoir quelque part, parce que je vais essayer de faire court, mais comme je vais repartir moins 300 000 ans avant Jésus-Christ, ça va être peut-être un peu long. Non, je plaisante. Donc, en fait, ce qui est important, c'est que surtout je parle à des gens qui, en 2013, au moment de l'ouverture, ou plus exactement aujourd'hui, je préfère dire, de la asexuation du mariage, ce qui a permis de faire une nature non sexuée du mariage, vous étiez là, et depuis 6 ans, vous ne savez pas ce qui s'est passé. C'est ça? Oui. Oui ou non? Hein, en gros, enfin, je ne parle pas pour Lolo, je suis très contente, on vient de retrouver notre Laurence Cheng, donc toute l'équipe de 2012-2013, c'est-à-dire des citoyens qui avaient pris la tête médiatique des manifs ici présents. Donc Laurence Cheng, c'était pour le mariage républicain. La gauche pour le mariage républicain. La gauche qui ne voulait pas que ça passe comme une lettre à la poste et pensait que parce qu'on était de gauche, on était forcément pour. Voilà. Donc c'était notre aile gauche, voilà, notre aile gauche et notre aile gauche aussi mixte, oui. Je veux dire en termes de culture. Voilà. Et puis Xavier, que je vous demande d'applaudir, qui est toujours là. Xavier Bogigon, qui a eu le courage en tant qu'homosexuel, mais qui a été rejoint par Arnaud maintenant, qui est président de l'Avenir pour tous, de ne pas rentrer dans le diktat de il faut être pour le changement de la loi de mariage telle qu'elle était présentée. Hein, parce que c'est bien ça le cœur de la problématique. C'est pas contre pour contre, c'est contre dans ce statut-là. Et donc, je suis très heureuse que vous soyez là ce soir. Donc ce soir, grâce à nos amis, nous faisons le lien entre la génétique, l'éthique, l'éthique aussi parce que on a passé toute l'année 2018 quasiment à faire des états généraux de la bioéthique. Vous en êtes occupés les uns et les autres? Oui ou non? Qui a fait les états généraux de la bioéthique ici? 1, 2, 3, 4, 5, voilà, pas tous. Avec les résultats quand même bien, comment dire, pas tout à fait cohérents entre ce que vous avez voté et la décision du Comité consultatif national d'éthique. Bon, pour nous, aujourd'hui, nous venons, nous ne sommes pas des scientifiques, nous sommes des citoyens et des citoyens qui avons des principes qui viennent de plus ou moins de leur croyance et de leur foi. Pour nous, ce qui est en train de se passer est une véritable disruption de la procréation qui passe de biologique à technologique et à numérique. Voici comment je présente les choses. Et quand on modifie la procréation, on modifie beaucoup de choses, mais on modifie la vie humaine. Et ceux qui contrôlent la modification de la vie humaine, eh bien, ils ont le pouvoir politique. Modifier la procréation d'une espèce, donc modifier le mode de procréation de l'enfant, c'est modifier l'enfant lui-même. Donc c'est modifier l'espèce. Vous apprenez ça en sciences naturelles. Toute espèce qui modifie, toute procréation modifie l'espèce elle-même. Donc, on modifie l'espèce, mais on modifie aussi la structure dans laquelle il est arrivé. C'est-à-dire on modifie la famille. Hein, nous, les êtres humains, nous constituons une famille. Et puis, la famille, elle est elle-même dans une société. Donc, les modifications technologiques vont modifier politiquement, d'abord, votre famille, votre société, et tout. Et puis, on va arriver, là, aujourd'hui, à la modification même de nous-mêmes, de la consistance, de la nature de notre constitution biologique. Alors, de notre point de vue, qui sont ceux qui aujourd'hui détiennent le pouvoir? Et on vient encore de l'entendre avec 23... Ah, évidemment, je vais vite, sauf que là, c'est tout ça, mais moi je parle au grand public, il faut bien l'entendre. Ben, c'est tout bête, vous prenez la valorisation des plus grandes entreprises aujourd'hui qui gèrent les données numériques et qui gèrent les appareils où arrivent et d'où partent vos données numériques et qui les transforment et qui accélère le processus aujourd'hui de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, vous voyez que c'est quand même Apple, Google,
Microsoft, Facebook, bon, les fameux GAFA, les GAFAMI, d'accord, mondialisés. Pourquoi ils sont mondialisés? Parce que vous avez tous vos appareils là, vous avez tous vos... Voilà. Et ils ont vos données personnelles chaque fois que vous les envoyez. Donc c'est ce capital biotechnologique des GAFAM qui aujourd'hui contrôle plus ou moins, il faut voir comment, la disruption de notre vie artificielle. Et moi je dirais, c'est ça que je vous essaie de vous faire comprendre, par la disparition de votre conscience bio-humaine de ce qui est en train de se passer. Voilà. On ne sait pas ce qui est en train de se passer, et comme nous le disait François Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Alors, nous sommes avec un bioéthicien et un généticien, et nous avons des avis issus des États généraux de la bioéthique et le dernier avis du 29 mai 2019, hein, le 130, avis 130, sur les données de santé, enfin, les masses, les données de masse, c'est-à-dire le big data. Les états généraux, c'est essentiellement la PMA, mais c'était pas que ça, souvenez-vous, il y avait absolument tout, il y avait les données de santé, il y avait la robotique, il y avait l'intelligence artificielle, il y avait... Et la réalité, c'est qu'on était totalement dépassés par tous ces sujets, car nous ne les connaissons pas, car nous n'en sommes jamais informés. Et il faut une fois tous les 7 ans se plonger dedans, alors qu'on n'y connaît rien, tandis que les scientifiques, évidemment, les connaissent très bien. Cela dit, j'ai relu l'avis là de 2019, et le comité consultatif national d'éthique, et je dis ça sous la... Non, il est là-bas. Donc, sous contrôle de notre bioéthicien, la première chose qu'il met en avant, et c'est son boulot, c'est de garantir le respect de la personne humaine et de son autonomie. Alors, il faut encore arriver à définir l'autonomie, mais l'autonomie, c'est notamment le fait qu'aujourd'hui, on n'est plus contraint pour avoir un enfant de se marier, d'être dans telle et telle situation, etc. Mais moi, je dis que la moindre des choses, ça serait d'avoir déjà sa conscience de ce qui est en train de se passer, notamment face à ces modifications biotechnologiques de la procréation humaine, parce que vous allez voir que vous ne savez même pas ce que c'est qu'une PMA, vous ne savez pas, parce que c'est pas une, mais c'est 3 PMA en termes techniques, plus 2 natures absolument différentes selon les semences qu'on utilise. Et puis, bon, ce dont on vient nous parler très judicieusement et avec un vrai projet qui me semble rassurant, hein, parce que ça ne part pas dans tous les sens et ça restera contrôlé, parce que ce qui nous importe le plus, c'est le contrôle de ce que deviennent nos données, mais déjà nos organes et nos cellules, d'accord? Donc la récolte, le traitement médical, l'exploitation commerciale des données massives de santé qui s'agrègent par tous ces réseaux numériques, notamment Facebook ou Google a des filiales de médecine médicale, hein, qui arrivent à faire aujourd'hui des programmes de recherche, enfin de détermination des cancers du sein ou de je ne sais quoi, avec une fiabilité incroyable. Et vous verrez que sur l'embryologie, c'est pareil. Ils arrivent à détecter les bons embryons numériques qui sont extrêmement pointus, enfin qui vont beaucoup plus vite que les médecins. En fait, vous savez très bien que la médecine est concurrencée en fait par l'intelligence artificielle. Voilà. Et donc, comment c'est intégré et monétisé par les réseaux? Bonsoir. Bonsoir. Merci. Voilà. Donc, ce que je vous propose à l'avenir pour tous, et avec toutes les personnes qui voudront bien collaborer dans le débat, dans l'information, comme on vient de le voir ce soir, hein, c'est quand même une approche différente que uniquement l'opposition sans véritablement expliquer ce qui est en train de se passer, c'est de maintenir notre conscience bio-humaine, parce que notre conscience, elle ne vient pas de nulle part, hein, elle vient de notre intelligence qui nous a séparés, qui nous a rendus supérieurs aux animaux. Donc, par une information des citoyens sur ces biotechniques et ces données numériques qui vont être légalisées, puisque nous sommes bien en face d'une loi de bioéthique. Bon, là je vais passer assez vite. Ce que je voudrais vous dire dans ce schéma, c'est comment l'évolution des technologies, les révolutions technologiques, qui concernent évidemment aussi le corps humain, d'abord les choses physiques, l'industrialisation, tout ça, ont provoqué les révolutions politiques. Par exemple, tout bêtement, alors
Bon, au début, déjà, comment on devient humain, comment on crée la monnaie pour arriver à échanger les biens sans être dans le troc, sans casser la gueule du voisin pour avoir sa voiture, non, il n'y en avait pas à l'époque, son char, je ne sais pas quoi, bon. Mais comment, surtout, avec le régime qui, au départ, n'est pas scientifique, mais est de la foi et de la croyance sur la religion monothéiste, va se créer un régime politique qui va être absolu en France, qui est la monarchie absolue du droit divin, parce que on va s'appuyer sur la procréation biologique. L'homme, la femme, l'enfant, la trinité, le père, le fils, etc. Bien. Et quand la machine à vapeur arrive, et la première PMA par insémination fraîche, c'est-à-dire qu'on va prendre du sperme, mais il ne va pas rentrer par le monsieur directement, mais par un médecin qui va imprégner un vagin, eh bien, 2 ans après, ou en même temps, on a la chute de la tête du roi. Et on passe à la République. Les technologies bouleversent les ordres politiques naturels et sociaux naturels. Donc, je sais que je vais choquer des gens, hein, croyants, mais honnêtement, c'est une évidence, c'est une logique. La technologie enfonce la nature. Et dès qu'il décode une loi de nature, eh bien, c'est l'ordre artificiel qui prend la main. Donc, jusqu'à 45 de mon point de vue, pourquoi? Parce qu'on congèle le sperme, et on peut féconder à partir de 50 avec du sperme congelé, donc on peut complètement dissocier des corps, donc des êtres humains entièrement la procréation, et puis l'ordinateur arrive, et c'est bien la machine dans laquelle on est en train de passer les uns après les autres en ce moment, et vous tous d'ailleurs. Est-ce qu'il y en a un ici qui a rendu son téléphone portable et qui n'est pas passé à la gamme supérieure? Non? Ah oui, si, toi? Oui, bon, il remord, évidemment. C'est un historien de l'informatique que je vous demande d'applaudir ce soir, que je leur remercie d'être là. Voilà. Et 2 autres événements importants qui, je pense, donc aujourd'hui on est rentré dans la matrice du marché scientifique, techno et capitaliste, parce qu'il faut bien de l'argent pour financer de nouvelles technologies, ce qui était donné gratuitement et transformé artificiellement, mais donc technologiquement. C'est la pilule qui va dissocier évidemment la sexualité de la procréation, donc libérer les femmes, hein, criez de votre joie, vous avez été libérés. Mais, et en même temps, avec la création du marché européen, donc de la supranationalité, parce que le marché a besoin de dépasser les frontières. Comme m'a dit Monseigneur Vesco, mais enfin, Virginie, les frontières, c'est fini. Alors je dis, mais enfin, Monseigneur, tu vas quand même te battre un peu pour qu'on continue à faire des enfants entre les hommes et les femmes, mais enfin, le marché a gagné. Voilà. Donc, nous en sommes, grâce à Internet et à la mondialisation, effectivement, et vous allez le voir tout à l'heure, à la possibilité de faire des enfants numériquement, en échangeant les semences, en achetant les semences sur Internet. Le marché, il est là. Et maintenant, nous en arrivons à la légalisation, mais la question que nous nous posons est dans quelle mesure nous allons être modifiés nous-mêmes et jusqu'à quand nous allons rester des êtres bio-humains. Est-ce que la biologie va primer, enfin notre constitution biologique, est-ce que nous allons accepter de nous transformer comme le demandent les transhumains? Donc, de 300 000 en gros avant Jésus-Christ, une seule méthode de procréation, papa dans maman. Enfin, jusqu'en 1791, première insémination avec du sperme du mari, donc ce que j'appelle une PMA. C'est une procréation médicalement assistée, il faut de l'assistance, c'est un médecin qui l'a fait, un Écossais, mais le sperme est pris directement, il n'est pas stocké, il n'est pas congelé, on n'y touche pas, il n'est pas bougé, il rentre et la dame est tombée enceinte. Mais là, pour nous, il n'y a aucun problème. D'accord? Première PMA. Et c'est cette procréation sexuée, c'est-à-dire comme vient de nous a expliqué tout à l'heure Guillaume, avec ses chromosomes qui se mélangent dans une méiose, parce qu'il y a une mitose, hein, ça je fais exprès de faire scientifique, mais bon, la mitose c'est du clonage, et la méiose, on recompose les chromosomes qui se coupent et qui se recomposent, n'est-ce pas? Oui, c'est un peu comme ça, je fais vite, hein, parce que bon.
et avec les XX chez les filles et les XY chez les garçons. 23 paires de chromosomes les deux. Les valves assez égalitaires, sauf le petit Y qui change tout. D'accord? Bon. Moi je dis, à la limite de tous, hein, parce que nous n'avons pas qu'un raisonnement scientifique, bien évidemment, et c'est pas parce qu'il est scientifique qu'ils n'ont pas de raisonnement peut-être aussi philosophique et éthique, on l'a bien vu, que c'est parce qu'il y a cette procréation sexuée que notre intelligence a peut-être pris cette conscience et cette conscience de l'au-delà. Je lis particulièrement la procréation sexuée avec la capacité que nous avons à être spirituels et à être reliés. Pour ceux qui comprennent ce que je veux dire, la voilà. C'est-à-dire que quand l'être humain a compris ce qu'était, comment se passait sa procréation, et qu'il en a, voilà, qu'il a eu la révélation, on va dire, et qu'il a bien compris comment ça fonctionnait, jusqu'à l'incarnation de son propre Dieu, c'est-à-dire de donner une loi absolue sur la procréation, on est rentré dans notre civilisation chrétienne qui est celle de la procréation sexuelle. C'est la crèche. Et en plus, ça va être sacralisé donc par l'incarnation et par la législation donnée par Dieu. Qui est-ce qui a dit le mariage sera indissoluble? Matthieu 27. C'est qui? Ben quand même, hein? C'est Jésus-Christ. Vous savez, c'est lui qui a dit. Et que le peuple juif avait le cœur dur, donc c'est pour ça qu'il répudiait et qu'il divorçait. Mais que nous, on ne doit pas divorcer, ni répudier. On reste collé autour de notre procréation. Papa dans maman. Sauf qu'il y a un petit problème, c'est déjà, il y a deux papas. Il y a papa Dieu biologique et il y a papa Joseph éducateur. Et on vous parle de sainte famille, et ben on est déjà, et puis il y a la mère évidemment. Alors la mère, elle est intouchable, indéboulonnable, c'est la maternité, c'est la mère de Dieu, Marie est là, et l'enfant, et Dieu est incarné. S'il y a des croyants dans cette salle, c'est quand même pas rien. Il est venu comme ça. C'est une première PMA, quelque part. Une PMA divine. Divine, mais il y a une fécondation sans rapport sexuel, d'accord? Sans corps sexuel. Voilà. S'il y a des gens que ça choque, je leur demande de quitter la salle. Mais non, mais il y a des gens que ça choque, ils disent, je t'interdis de dire ça, la Sainte Famille, c'est la Sainte Famille. Bon. Bah, si je peux corriger, c'est une GPA. Hein, non, alors je t'explique pourquoi c'est pas une GPA. Donc, non, parce que c'est pas une autre mère, c'est bien la mère de l'enfant. Elle va l'élever, et elle va même aller jusqu'au pied de la croix, et elle va même continuer à travers son fils Jean. Enfin bon, bref, non, c'est pas une GPA. La GPA, tu laisses l'enfant à une autre mère ou à un autre couple. Donc nous ne sommes pas dans la GPA, nous sommes bien dans la maternité absolue et divine, la mère de Dieu, Marie, Dei Génitrix. Bien, alors, tout ça, ça fait la loi, et la loi de l'acte de naissance, de notre état civil, est tout simplement l'exact décalque de notre procréation, avec l'enfant, la ligne du père, la ligne de la mère. Ça, c'est l'état civil jusqu'en 2013, jusqu'à la loi de mariage Taubira. D'accord? Le père, la mère sont les géniteurs. C'est ça le principe. On décalque la procréation biologique dans l'acte de naissance parce que, bon, on sait faire ça jusqu'à, justement, comme je vous disais, et là, on va regarder rapidement la chronologie. Jusqu'en 1791, mais on sait prendre que les gamètes chaudes et fraîches, si je puis me permettre, c'est frais et chaud. On les met dans le ventre, enfin dans le vagin de la dame, on ne sait pas encore aller jusque dans l'utérus à cette époque-là. Et on s'est congelé en revanche le sperme en 1945. Alors ça c'est très important de congeler. Pourquoi? Parce qu'on stocke. Et dès lors qu'on stocke, eh ben, après on peut disposer. On peut séparer du titulaire, hein, anonymiser et puis vendre, enfin commercialiser. D'accord? Est-ce que vous comprenez bien que la congélation c'est très très important? 77, alors là on sort carrément du corps de la femme pour la fécondation. C'est la FIV, fécondation in vitro et non pas fécondation in utero.
Alors que la première PMA, elle est in utero, enfin elle est in vagino, je sais pas comment on dit, et puis après elle monte dans l'utérus. Bien. Et en 2003, voilà, nous avons atteint comment dire, le stade, enfin pas le stade, le territoire génétique avec le fameux séquençage dont tu nous as parlé. Qui veut dire que là, on va à l'intérieur des cellules, qui sont quand même partie non seulement intégralement de vous, mais c'est tout votre code, comme vient de nous l'expliquer. Donc, c'est vous-même le code génétique. Or, il faut bien différencier deux génomes, le génome somatique, c'est-à-dire celui qui est dans toutes vos cellules, et puis celui qui permet la propriété reproductive, et celui-là, donc, il y a un gène, je pense, spécial de la reproduction, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne, mais enfin, il est reproductif, et il est dans vos cellules, germinales ou reproductives, c'est-à-dire le sperme et les ovocytes. Donc elles sont très importantes, ces cellules, vous comprenez? Parce que c'est la perpétuation de l'espèce qui est dedans, d'accord? Et il est aussi dans l'embryon, quand l'embryon est au tout début, au tout premier stade, il est totipotent, enfin bref, en tout cas il est reproductif. On peut aussi trouver de l'ADN reproductif dans l'embryon, voilà. Donc tout ça, ah oui, et les ovocytes étaient très compliqués à congeler, ils y sont arrivés très bien à partir de 2010. Donc maintenant on a stock d'ovocytes, stock de sperme, stock d'embryons congelés, vous comprenez? Le marché, il est, comme vous allez voir sur internet et tout ça, on peut mettre tout ça en vente depuis 30 ans sur internet, le marché payant de la fibre, voilà, nanana, qu'est-ce que je dis? Voilà, et donc on aura des modifications génétiques comme on a vu avec les CRISPR-Cas9, de la production de data numérique en masse, donc aussi de data numérique germinale, hein, et avec tout ça, va tourner dans l'intelligence artificielle à travers les algorithmes. Je vais un peu vite, vous n'avez qu'à lire. Laurent Alexandre explique ça très bien. Donc je reprends ma première naissance par FIV. Amandine en 82 en France, 77 donc là c'est les années 80, et c'est à partir de là qu'on va, donc on sait prendre les gamètes et féconder dans ce qu'on appelle une boîte de pétri. C'est pas très compliqué à faire, j'ai vu finalement. Hein. Il faut bien le petit liquide où ils sont bien tous, ils sentent bien ensemble les ovules et les spermatozoïdes, et clac, ça fait des embryons qu'on remet. D'accord? Eh bien sachez que c'est l'année, quand je vous dis qu'il y a des modifications et des révolutions sociales qui se font en même temps, oui, on a dépénalisé l'homosexualité. Pourquoi, à votre avis? C'est assez simple. Bah, parce qu'on n'a plus besoin des corps pour se reproduire, voyons. L'homosexualité était interdite parce qu'elle empêchait la procréation entre l'homme et la femme. Quand on est deux hommes ensemble, on n'est pas un homme et une femme. C'est assez simple. Eh bien, à partir du moment où on a légalisé d'une certaine façon, enfin on n'a pas légalisé, mais on y est arrivé à la fécondation in vitro, il n'y a plus de raison d'interdire aux homosexuels de vivre dans la société parce comment dire, le fait de ne pas pouvoir se reproduire est tombé. Est-ce que vous comprenez que la technologie a enfoncé la nature? Oui ou non? Non, il n'est pas d'accord, monsieur. Vous n'êtes pas d'accord? C'est une corrélation que je trouve un petit peu... Bon. Ah ben écoutez, vous prendrez la chronologie. À chaque avancée biomédicale, il y a une modification légale sur la société. Voilà. Cette corrélation-là, je ne sais pas si c'est vrai, mais il y a de fait, je comprends l'idée générale de... Pourquoi pas. Mais je vous assure, là, parce que comme on n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas fait toute la chronologie, mais c'est impressionnant. Xavier, qu'est-ce qu'on a d'autre comme exemple? Enfin, c'est sans arrêt. Voilà. Bon, c'est à chaque fois, c'est pas souvent, c'est à chaque fois qu'il y a une avancée technique ou médicale, il y a une avancée sociétale qui lui correspond. Oui, ben c'est normal, puisque la technologie, comprenez, on était entièrement structuré de façon verticale sur la procréation. Donc, dès lors qu'on peut séparer les corps, pardon, 1967, légalisation de la comment? Il y a constamment des avancées technologiques. On peut poser des questions après. Ouais. Oui, d'accord. Donc, 1967, c'est la pilule. 1968, c'est mai 68. Mais c'est normal, c'est la libération sexuelle. La femme n'est plus contrainte
par la loi, d'accord? Et ni par la loi. Il y aura toujours la loi religieuse qui va peser sur la loi civile, évidemment. Alors, maintenant, les modes de PMA. Donc, on a 2 inséminations dans le sperme, dans le corps de la femme, quand on va en direct, d'accord? Il y a celle qui est artisanale, comme on a dit tout à l'heure, et il y a celle qui est médicale et qui permet d'aller directement dans l'utérus avec le sperme. Et puis, il y a la fécondation in vitro, comme je vous ai dit. Donc, c'est pas très compliqué, sauf qu'il y en a une qui est avec les parents géniteurs, d'accord, parce qu'ils sont infertiles, et donc on est en conjugalité. La loi jusqu'à aujourd'hui ne permet cela, si vous allez chez le médecin, que dans le couple sexué infertile. D'accord? Il faut un protocole d'infertilité. Bien. Ensuite, comme vous avez vu, je vous l'ai dit rapidement, on est dans la fécondation in vitro, et c'est donc ici qu'on peut intervenir pour modifier l'embryon. D'accord? En 1994, parce que depuis on a appris à stocker le sperme, etc., mais surtout on est sur le sperme, 1994, il est autorisé par la loi, la première loi de bioéthique, de prendre des semences anonymes congelées pour compenser l'infertilité du sperme du mari dans les couples sexués. D'accord? Voilà ce que ça donne, la PMA en France. Sur 800 000 naissances par PMA, 800 000 naissances en tout. Sachez qu'il y aura eu des déclarations de grossesse, il y en a 1 200 000. Il y a 200 000 fausses couches et il y a 200 000 avortements. Il va rester 800 000 naissances. Ça, c'est en 2015, c'est des chiffres officiels. Il y aura eu quand même 150 000 tentatives de PMA. Et 25 000 enfants qui vont naître, simplement dedans, il y en a 1254 qui vont naître par sperme congelé anonyme. Donc c'est très peu. Les couples recourent très peu. Finalement, on arrive à résoudre les problèmes de fertilité juste avec les semences des deux géniteurs. D'accord? Ça ne nous pose aucun problème à l'avenir pour tous. Aucun problème. Ce qui pose problème, c'est ça. C'est le recours au sperme anonyme et aux donneurs anonymes. Donc, je vous expliquais que c'est sur Internet. Donc, on peut acheter du sperme avec on fait le choix de la race, du groupe sanguin, de la couleur des yeux, la motilité, la couleur des cheveux, etc. Ce que toi, tu retrouves dans ton ADN. Déjà, on peut le prendre dans le sperme. On choisit qui on veut comme donneur. D'accord? On se le fait envoyer. Et puis, il y a l'autre. Ça, c'est acheter des semences. Les femmes ensuite s'injectent dans le vagin, donc elles se font une insémination artisanale, mais vous avez aussi évidemment tous les tarifs de gestation, avec les différentes catégories, tarifs, super prestige, etc. etc. D'accord? C'est ça la marchandisation. Ça existe. En France c'est interdit, mais ça existe partout ailleurs, d'où la loi qui arrive. Donc, qu'est-ce que ça donne tout ça? Quand je dis que ça modifie les structures familiales, c'est une évidence que c'est la procréation qui modifie les structures familiales. Ah, monsieur est d'accord. Eh ben oui, voilà. Donc, nous avons... Ah, j'arrive pas bien à lire, mais c'est pas grave. Voilà. Nous avons 18,4 millions de familles sexuées en France. Donc, entre l'homme et la femme. Dont la moitié ont des enfants, sont en couple avec enfants. Une autre moitié sont en couple sans enfants. Alors dedans, il y a les infertiles, mais il y a aussi les gens qui n'ont pas encore d'enfants, ou les gens qui n'ont plus d'enfants, parce qu'ils sont partis. D'accord? Donc ça, ce sont des couples sans enfants. Et puis, on a les familles monoparentales. Alors attention, la famille monoparentale, c'est celle qui a déjà eu des enfants en couple, mais qui s'est séparée. Hein? On les considère comme famille monoparentale, et on va s'en servir pour ouvrir la loi de PMA. Et puis, il y a ce qu'on appelle les ménages complexes. Les ménages complexes, c'est des gens qui vivent avec leurs parents aïeux, avec un enfant handicapé, ils sont aidants en foyer, etc. C'est des ménages en France, mais l'INSEE les compte en ménages complexes. Et puis, nous avons nos familles asexuées, qui existent déjà, ou plutôt homosexuelles, mais dans laquelle, pour la procréation, la sexuation a disparu. Pas pour les couples.
Et c'est là où il faut que vous compreniez qu'on a eu une divergence à la Manif pour tous. Pour nous, un couple d'hommes, c'est des hommes. Un couple de femmes, c'est des femmes. Ils n'ont pas choisi d'aimer les hommes ou d'aimer les femmes, donc il est tout à fait légitime qu'ils vivent ensemble. Et comme depuis on a des technologies qui permettent de faire des enfants, il n'est plus possible de leur interdire d'avoir des enfants. Voilà pourquoi il y a eu un énorme clash à la Manif pour tous en 2013. Vous comprenez? Quand j'étais allé voir les évêques et les cardinaux, je leur avais apporté ce modèle familial. Et j'avais dit, il faudra reconnaître, évidemment, que vous nous laissiez contester une loi qui va dire que 2 femmes font un enfant, mais vous ne pouvez pas contester le fait que ces 2 femmes vivent ensemble et aient des enfants. Mais pas de problème, Frigide passe devant. Donc je suis passé devant, puis quand il a fallu proposer notre projet, non, dégage. Voilà. Donc sachez que c'est 100 000 couples homosexuels en France, dont 10 000 aujourd'hui, indépendamment de la légalisation de la loi, 10 000 qui vivent avec des enfants, pour lesquels le deuxième parent n'a pas de statut. Le parent non géniteur n'a pas de statut. Et simplement, vous allez voir comment, évidemment, il va le trouver, mais en remplaçant le géniteur. Salut Bastouni. Mon fils Bastien, que je vous demande d'applaudir. Ouais. Bon, bref, donc, là, je sais pas, je mets du blabla. Ah oui, bon, on a tout ça, on sait fabriquer les enfants, on va pouvoir l'acheter par... si on peut aller l'acheter, hein, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Des entreprises numériques du marché mondial sont derrière, elles vont même avoir une monnaie personnelle, enfin une monnaie autonome, ça a été lancé hier par Facebook avec Libra et Calibra, elles deviennent parfaitement souveraines, ces entreprises mondiales qui dirigent et qui ont séquencé déjà beaucoup de populations. Donc aujourd'hui, il faut ouvrir des droits correspondants. Pour qui ils sont ces droits correspondants? Est-ce qu'ils sont pour nous, les personnes bio-humaines, ou est-ce qu'ils sont pour ces entreprises qui vont avoir accès à la façon, aux technologies et aux semences et aux ADN pour modifier cet être humain? Donc, ça date de 1989, les droits sont que, grâce effectivement, parce qu'il y a les biotechnologies pour ça, toute personne, c'est la charte du planning familial international, toute personne a le droit de prendre ses propres décisions en ce qui concerne quand et comment avoir des enfants. Ce qui est adoption plénière, traitement de la fertilité, PMA, toute personne, c'est pas tout couple, toute personne. Vous êtes tous, aujourd'hui, vous avez le droit de faire un enfant seul. C'est depuis 1990. En face, on a créé la Convention internationale des droits de l'enfant, et à la Manif pour tous, si vous dites, enfin je ne veux pas attaquer, mais je veux dire, par exemple, dans tous les réseaux qui sont anti-législation, ils vous disent, oui, mais il y a la Convention internationale des droits de l'enfant qui garantit aux enfants d'avoir un père et une mère. C'est faux. C'est faux. Il est écrit dans l'article 7 de la Convention que tout enfant a le droit d'avoir des parents. Et qu'il lui soit donné des parents, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas orphelins. Des parents, c'est pas un père et une mère, maintenant c'est 2 papas ou 2 mamans aussi bien. Mais c'est jamais 3. Par ailleurs, l'effacement de la sexuation se fait par les genres, ça c'est de l'idéologie, c'est-à-dire que le genre c'est votre sexe social, aujourd'hui il est multiple, et tous les partis politiques sont pour la non-binarité des genres et des sexes. Tous. D'une façon ou d'une autre, mais ils le sont. De Mélenchon, évidemment à La République En Marche, etc. etc. Donc il n'y a plus de binarité, comment dire, portée comme une valeur, politiquement ça n'est plus porté. Ou alors si ça l'est, c'est de façon tellement rigide, effectivement, que ça conduit de la même façon à aller, à passer, voilà, à refuser les transsexuels, les transgenres, etc. Donc, évidemment, la population, devant la rigidité, préfère passer dans le camp transhumain. Donc, cette évolution juridique de la reproduction, elle va être asexuée par la fécondation in vitro avec semences anonymes. Parce qu'avec semences fraîches, on connaît le géniteur. On n'anonymise pas des semences qui ont une durée de vie de quelques heures, peut-être 6 heures, je ne sais pas combien c'est, pour féconder la maman, la génitrice, vous comprenez?
Donc il va bien falloir des semences anonymes. Donc, on a commencé par la substitution de l'union et de la filiation biologique, donc sexuée. Le procédé, c'est la filiation sociale ou d'intention. Et comment on a fait? On s'est servi de la conjugalité homosexuelle. Ok? C'est la loi Taubira, enfin ça a commencé avec la loi de Pax. Mais en 2004, ça va plus loin, car en 2004, il a été décidé, il y a un article L1244.3 du Code de santé publique qui dit l'insémination artificielle par sperme frais, donc ce que je vous ai dit, un médical avec les géniteurs connus, provenant d'un don et le mélange des spermes sont interdits. Clairement, on vise les homosexuels. Il n'est pas permis d'aller chez votre gynécologue avec votre copain homo et de lui dire « Madame, docteur machin, inséminez-moi, on va faire un enfant et on n'est pas en couple. » C'est interdit. Donc c'est bien qu'on veut privilégier les noms anonymes congelés. Alors, comment on est arrivé là? La loi de Pax date de 1999. Donc 84, je vous ai mis l'insémination fraîche avec 94 parce que je vais vous montrer la différence des deux. Donc, le Pax, moi j'étais pour, parce que j'étais pour une union homosexuelle, mais en fait je m'aperçois qu'en fait c'était une mauvaise... Enfin, de notre point de vue du maintien de la sexuation, c'est une mauvaise loi. Pourquoi? Parce qu'on maintient bien le mariage entre l'homme et la femme, ils ont leur enfant, et ils ont plein de droits. Donc ils ont le droit à la pension de reversion, il faut divorcer, c'est pas précaire du tout comme régime. Mais le Pax, le truc qui va pas, et c'est là où on a voulu commencer l'indifférenciation des sexes, enfin c'est de la sexuation, c'est qu'on a mis dans le Pax aussi les couples hommes-femmes. Or, eux ont droit à un enfant, et depuis 94 ils peuvent même faire des FIV, ah non il faut être marié je crois en 99, mais bon. Eux, ils peuvent même faire des FIV avec du sperme anonyme. Et puis là, il n'y a pas d'enfant et pas d'enfant. Et on disait, il n'y aura jamais d'adoption, il n'y aura jamais d'enfant. Je me souviens d'Elisabeth Guilbault, le Pax, c'est sans enfant. Et tout le monde fait, ouais, bravo. Et je dis, mais pourquoi ils n'ont pas d'enfants? Puisqu'ils peuvent en avoir. Vous comprenez? Donc, en fait, on crée une loi déjà discriminante pour les homosexuels. Si on avait gardé le mariage et puis des couples là, bon, on y va progressivement peut-être. Bon. Non, non, non. On veut bien montrer que, bon, il y en a, il va falloir leur donner les mêmes droits avec les mêmes modes de reproduction, puisque les modes de reproduction, comme je vous l'ai dit depuis 89, c'est pour toute personne, de façon internationale. Donc, cependant, jusque-là, on a toujours notre structure d'acte de naissance qui est sexuée par structure, par nature. On a toujours le père, la mère, l'enfant. Mais le ver, entre guillemets, est dans le fruit. Pourquoi? Parce qu'on a mis ce couple homme-femme à égalité d'une certaine... et qui est en fait supérieur à l'égalité des couples homosexuels. Donc on va arriver en 2013 parce que on va réclamer les droits, etc., etc. Bon, vous savez très bien ce qui s'est passé. Et voilà comment s'est produit la modification structurelle, la mutation de notre structure de mariage. D'accord? Il est devenu asexué. Il était sexué, il est devenu asexué. C'est tout simple, on a donné la filiation, une filiation entre femmes et une filiation entre hommes, aux couples de même sexe qui se mariaient. Je vous rappelle que j'étais à la tête des manifestations. Je ne suis pas descendu pour dire qu'ils n'avaient pas le droit de s'unir et d'avoir une famille. Je le disais dès le 17 novembre 2012 d'Enfer Rochereau. Donc, qu'on m'ait assimilé aux homophobes, entre guillemets, qui disent il n'y a pas à faire ni de couple entre homosexuels, ni même d'enfants, évidemment, encore moins, évidemment, ça a été un amalgame qui m'a empêché d'expliquer ce qui était en train de se passer. Je n'avais plus accès dans le brouhaha médiatique de l'homophobie, de la salope, de la fachotte, de tout ce que j'ai pris, etc., etc. Bon, c'est pas pour me faire plaindre. Mes enfants sont présents, enfin ils y étaient, mais bon voilà, donc c'est très compliqué. Mais voilà ce qu'il fallait que je vous explique à l'époque et que je vous ai 6 ans après que je vous explique maintenant. Cela dit, la loi de bioéthique, elle va valider ça directement à la fécondation. Le père et la mère sont indifférenciés.
D'accord? Les sexes sont indifférenciés. Donc sur la même ligne, on n'a pas mis parent 1, parent 2 encore, et on ne le mettra pas, je pense, parce que vous voyez, même dans la majorité actuelle, ça marche pas, ça passe pas très bien. Mais on met sur la même ligne père ou mère ou père, et on sélectionne selon le sexe du parent. Mais remettez-vous 6 ans avant. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis... voilà, je suis tombée par terre. Il a fallu que je voie le film d'Irène Théry. C'est Irène Théry qui explique ça très très bien, qui dit, dans l'acte de naissance, c'est fini, c'est plus les géniteurs, c'est les parents d'intention. Ça peut être deux mamans, deux mères. C'est normal, on a la techno, les gars. On l'a depuis 1791. Parce qu'on va s'embêter. Donc, ici, on a père et mère, relations sexuelles, mais aussi bien, comme je vous l'ai dit, procréation. Alors eux, les couples, ils ont toutes les procréations possibles, dont la fécondation in vitro anonyme, depuis 1994. Et ce qu'il va falloir donner, ici, c'est la PMA avec fécondation anonyme, avec sperme donc anonyme, et ici, donc pour plus tard, mais on y va, c'est évident, la GPA avec fécondation anonyme. Je vous rappelle que Marc-Olivier Fogiel a fait beaucoup quand même de propagande à la télévision. Toi, tu... Comment? Oui, mais c'est comme les tests ADN. C'est interdit. Et puis finalement, on a énormément de promotion médiatique. Et puis pendant ce temps, ceux qui voudraient expliquer peut-être un peu différemment les choses n'ont pas accès aux médias. Ou si, un peu chez Ardisson, mais elle est coupée au montage. Donc, voilà ce que donne aujourd'hui notre livret de famille et notre acte de naissance sont similaires. Donc vous avez époux, épouse, époux, épouse, on est en inclusif, c'est normal, c'est de la sexuation, l'inclusivité. Donc, époux, épouse, Caroline, Mathilde, et là, elles ont leur enfant, Baptiste, né de Caroline et Mathilde. Je vous disais ça dès septembre 2012. Né de Caroline et Mathilde. C'est normal, il y a une PMA derrière. Ici, Nicolas, il faudra bien que Nicolas et Pierre aient leur enfant aussi, ce que je ne conteste pas qu'ils aient un enfant encore. Vous avez compris? Si vous contestez qu'ils aient un enfant, ils le font comme ça et pas autrement. Or, il y a d'autres façons de faire, il y a au moins une autre façon de faire, et c'est ça que je voudrais qu'on arrive à proposer. Malheureusement, j'ai moins d'accès aux grandes institutions que nos amis fonctionnaires de l'INSERM ou du CEA. Mais c'est pas une critique du tout, parce que déjà, de pouvoir le dire devant vous, c'est déjà pas mal. Et donc ici, et là, on garde évidemment l'acte de naissance sexué, et donc le livret de famille sexué. Mais avant, au-dessus, ça n'est pas sexué. Alors, nos propositions. Vous savez très bien que depuis le début, j'ai proposé l'union civile, et je demande à ceux qui étaient là le 17 novembre 2012 de le dire. Est-ce que vous aviez compris que nous avions une autre proposition à faire? Oui. Non. Bon, il y a une non, mais toi, t'étais beaucoup trop à Saint-Pierre-du-Gros-Caillou, c'est pour ça. Mais vous l'avez entendu quand même. Oui. Le problème, c'est qu'au moment où je suis arrivé, quand Ludovine m'avait dit ça sera au vote de la loi, on nous a envoyé des petits commandos, Union civile, arnaque civile, Union civile, Taubira, Bendega, Barjot, Taubira, et que j'étais pour le mariage homosexuel. Donc retournement total d'opinion. Sauf que ces banderoles sont de la Manif pour tous, et sont venues de la Manif pour tous. On vous dira non. Enfin, pardon, c'est totalement logoté. On connaissait la toile, on connaissait tout. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Grégory? Je croyais que tu... Bon, on n'a pas beaucoup de temps, mais si vous voulez, je vous enverrai la vidéo, comment ça s'est passé, comment j'ai été viré, comment j'ai dit je me barre, etc., parce que sinon c'est un peu long. Mais voilà, vous avez les vidéos, il y a tout ce qu'il faut sur Internet. Alors, notre proposition, elle est très très simple. On est bien dans les couples femmes et dans les couples hommes, mais la maman existe en dehors du couple, c'est une co-maman, coparente, et le papa existe, et ça s'appelle de la coparentalité. Ça existe depuis 30 ans. Le problème, c'est que dans aucune des propositions de loi qui existent, et malgré le fait que vous ayez voté à 80% aux États généraux de la bioéthique pour cette proposition, qui marche aussi, puisque vous savez que la loi va être ouverte pour les femmes seules, ça marche aussi pour... Elle n'a pas de mari ou pas de femme pour le moment, mais elle veut son enfant parce qu'elle a 38 ans et que voilà, après c'est trop tard et qu'elle n'a pas congelé ses ovocytes, et c'est tant mieux d'une certaine façon. Pour nous, il vaut mieux qu'elle trouve un père pour cet enfant.
il sera sur l'acte de naissance. Vous comprenez? Il n'y a pas d'anonymat des gamètes de ce point de vue. Donc, notre état civil est très simple. On a bien Caroline et Mathilde qui sont ensemble. Bon, on ne va pas les appeler époux-épouse, mais évidemment que maintenant que le mariage est passé, on ne va pas revenir en arrière. Donc elles auront leur acte de mariage époux-épouse. Et Baptiste, il est né de Caroline et Anthony. Vous comprenez? Il est né d'une procréation sexuée sans sperme anonyme, sans anonymisation, donc sans stockage, sans... Alors, ça va embêter les gens qui veulent des données génétiques, mais ça ne les empêche pas de travailler dans un protocole, au moment où ils font leur enfant, de faire une fécondation in vitro, puisque ça va être permis, de toute façon. Ce qui n'est pas permis, c'est que ça soit le sperme d'Anthony. Pourquoi est-ce que c'est pas permis? C'est ça qu'on demande simplement. C'est comme je demandais pourquoi on ne peut pas faire une union civile. Voilà. Donc ici, vous avez Nicolas et Pierre. Nous sommes pour les enfants des homosexuels gays. Il faut que vous le sachiez. Si vous n'êtes pas d'accord, il faut aller voir la manif pour tous. Parce que sinon, bah oui, au moins c'est clair. Il y a ceux qui disent non, nous on veut rien du tout de tout ça, on veut juste le mariage de l'homme et la femme, et puis basta, les autres familles, elles n'existent pas. Elles n'ont pas à être encadrées, légiférées, etc. Bien. Et puis ici, bon, bah, il y a Julie qui est rentrée dans le dispositif de la coparentalité avec une procréation par semence. Alors, bon, on ne force pas évidemment, tout le monde fait comme il veut, mais une insémination chez le gynéco, il n'y a pas de problème. On peut me dire qu'artisanalement c'est insalubre ou je sais pas quoi. Oui, bah qu'on fasse les choses bien. On propose aussi cette option-là chez le gynécologue. Voilà. Alors, je voulais vous dire que pour les amis religieux ici présents, hein, notamment Maurice, je sais que c'est important pour lui, non je plaisante, j'ai proposé cela au pape. Alors, la coparentalité, on ne va pas aller jusque-là, mais l'union civile, c'est-à-dire reconnaître l'union homosexuelle dans un autre statut que le mariage, eh ben, j'ai été béni. J'ai été viré en France et béni à Rome. Et je vais... En Grèce, je crois qu'en Grèce, c'est l'union civile qui ont accepté, mais pas le mariage. En Italie aussi. Oui, mais bon. Voilà. Est-ce que c'est bien sur les bonnes bases? J'en suis pas sûr. Parce que si c'est juste pour un rejet du mariage, et puis on fait un moindre mal, là c'est pas bon. C'est vraiment un statut pour expliquer pourquoi en conscience. Vous comprenez? Ce qui est très important, c'est qu'il y a eu l'exhortation apostolique à Maurice Laetitia, et que pour la première fois un texte religieux, Guillaume, suite à nos demandes, ce que vous avez entendu, a dit que la grande variété des situations familiales qui peuvent offrir une certaine protection, mais les unions de fait ou entre personnes du même sexe, ils ont cité les unions de même sexe dans un texte religieux. Ça ne s'était jamais vu, vous m'entendez bien, jamais, depuis 2000 ans. Moi, je n'ai qu'une fierté, c'est à Maurice Laetitia. Et ça va même plus loin. Alors évidemment, c'est pas le mariage, hein, on est bien d'accord, mais sachez que c'est reconnu par la loi, en tout cas l'exhortation apostolique. Alors elle n'est pas reçue en France, Monseigneur Ray n'est pas d'accord, Monseigneur Aupetit n'est pas d'accord, le cardinal Barbarin n'est pas d'accord. Mais moi, voilà, si vous voulez un droit international, vous en avez un autre, pour les religieux, pour les croyants, d'accord? Et puis c'est devenu même social, puisque Dominique Volton a fait un livre Politique et Société, c'est pas le dogme de l'Église, et voilà, mais ce n'est pas un mariage, c'est une union civile, il n'y a pas d'autre voie, faisons comme ça. Bon. On ne reviendra pas sur le mariage en France. Sachez que religieusement, c'est acceptable. Donc notre proposition, elle est très simple, à l'avenir pour tous, c'est ça ce qu'on fait. C'est ça ce qu'on fait. Un bébé pour un couple homo avec une maman. Et Ludovine, elle n'est pas d'accord. Je peux vous dire que j'étais sur Sud Radio avant-hier, ça s'est pas bien passé. Elle me dit que c'est pire que l'AMP anonyme. Donc, pourtant, aux États généraux de la bioéthique, voici les résultats des 6358 votants entre le 18 janvier 2018 et le 30 avril. Ça fait 6358 votes. Bon, évidemment, sur 60 millions de Français, c'est pas beaucoup. Mais vous avez 5703 non à l'ouverture de l'égalité aux femmes seules et aux couples de femmes. Nous proposions, nous, préférer une procréation bioéthique coparentale sans anonymat ni manipulation des gamètes et des embryons,
Nous avons eu 2078 votes. Bon, on a un peu aidé hein, quand même, parce que c'était compliqué d'aller voter là-bas et de trouver tous les trucs. Là, on explique la coparentalité. Et on dit même que les embryons surnuméraires, on pourrait les donner à naître ainsi dans des couples qui n'ont pas d'enfants. On pourrait aussi, pour l'adoption sous X, plutôt que de faire du sous X, il faut que les familles soient en contact avant, etc. etc. Bon, bref, malheureusement, bon, puis après ça a été le Comité consultatif national d'éthique a validé la PMA anonyme. Merde, j'ai plus de batterie. Ne riez pas. C'est affreux, on y est presque. Non mais je vais finir en 2 minutes. Mais surtout, je sais pas où tu as t'installer parce que... Ah, je suis trop loin, c'est pour ça le problème. Bon, vous comprenez le truc, est-ce que vous aviez compris que nous portions ça? Qui avait compris? Non, il y a des dames, elles n'ont pas compris. Oui, non, mais ça, Marie-Laure, je sais. Mais vous, là-bas, non, il y en a... Madame? Vous n'aviez pas compris ça? Vous n'avez pas compris la 3e voie? Non. D'accord. Ah, et vous n'en voulez pas. Ah, voilà, donc vous êtes à la manif pour tous. D'accord? Non, je suis nulle part. Ah, vous n'êtes nulle part? Non, je suis nulle part, moi. Je suis une curieuse. D'accord, d'accord. Donc vous ne voulez pas de ma 3e voie avec des enfants avec une maman? Et une fervente défenseuse des droits de l'enfant. Voilà. Oui, et bien il lui faut un papa et une maman, oui, oui. C'est ça. Bon, donc je vais continuer vite fait. Donc voilà. Oui, malheureusement, nous n'avons pas retenu, le CCNE n'a pas retenu notre proposition. En revanche, la loi bioéthique, elle va ouvrir 2 choses. La double filiation. Alors, la filiation d'intention pour la mère, c'est-à-dire que le principe qui dit que la femme qui accouche chez la mère va être concurrencée par la mère d'intention. Et la deuxième chose, c'est que la filiation de 2 femmes dont je vous ai parlé, hein, vous avez vu le premier schéma entre les 3 filiations, va être légalisée. Et comment est-ce qu'on va faire? Alors ils sont en train de se poser des questions, mais je pense que c'est écrit dans la loi là maintenant. Ça va pas être très compliqué. On passera devant le notaire faire une déclaration anticipée de filiation commune. C'est exactement ce que nous proposons nous pour la coparentalité. C'est-à-dire qu'on aille devant le notaire, et que devant le notaire, c'est marrant, il y a plein de trucs qui s'affichent. Ah oui, j'ai 433 problèmes détectés, Z. Voilà. Donc, nous, en coparentalité, les 2 hommes, la femme, vont chez le notaire, fixent les conditions de la coparentalité. Il y a 2 foyers, on ne vit pas à 3 sous le même toit, hein. On est toujours en couple, on est toujours en foyer conjugaux, qu'ils soient homo ou pas, et puis il y a quelqu'un qui est monoparent, jusqu'à être à nouveau en couple. Voilà, on n'est pas... Voilà. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, la loi de bioéthique, on va aller vite parce qu'il est 9h15, on va terminer, la loi, on va passer directement à nos propositions de clavier. La loi, elle va ouvrir simplement, c'est là qu'il y a un problème. Elle n'ouvre que la fécondation in vitro anonyme aux femmes seules et aux couples de femmes. Mais si on passe à la structure de la femme seule, pourquoi ne pas lui proposer la fécondation avec semences fraîches, ce qui était interdit? Vas-y. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que la personne humaine, par sa conscience, reste autonome, et donc supérieure à l'intelligence artificielle qui est en train de grossir avec les données, hein, qui arrivent, les données de masse, de santé. Ok? Vous saviez? Donc, nous voulons, parce que vous avez une fécondation, ce que j'appelle artificielle, ça veut dire, avec semences anonymes, qui va être universelle. Elle est universalisée par l'individualisation de la procréation. Vous avez compris, chacun ira au sécos prendre, si demain, enfin ça sera entre 18 et 43 ans, on va passer de 1254 enfants à un marché potentiel de personnes de 20 millions de personnes. Parce que les femmes en couple hétéro pourront aussi aller se faire inséminer. D'accord? Donc, nous disons qu'il faut aussi universaliser la fécondation avec du sperme, avec les géniteurs. Or ça, ce n'est pas universalisé. Pour 2 raisons, vas-y. Parce que la coparentalité n'est pas légalisée. Et elle ne l'est pas parce qu'il y a 2 types de personnes qui sont contre, madame,
c'est-à-dire que vous êtes bioconservatrice. Et les transhumains, ils n'en veulent pas non plus. Laurent Alexandre, il ne veut pas de coparentalité. D'accord? Il veut le marché. Oui. C'est pas à cause de la transhumanité. Je sais pas, lui, il parle de transhumanité, mais... C'est du hors-sol. Oui. Il ne faut pas légaliser en même temps la procréation sexuée. Il faut que ça soit, voilà, que ça soit inférieur à la procréation asexuée. Donc, nous voulons cette coparentalité proposée. On n'a pas dit qu'elle va remplacer, on sait que la loi elle va passer, regardez, il y en a plein de journal. On demande, est-ce qu'on peut avoir aussi une légalisation de cette insémination en direct par des géniteurs pour les célibataires qui le demandent, pour les couples homosexuels qui le demandent, et pour les couples stériles qui le demandent. Aujourd'hui, on a 100 000 couples stériles en France, ils n'ont pas de solution. Mais vous ne pouvez pas venir avec votre copain donneur au sécos en disant « inséminez-nous ». C'est interdit. Il faut donner les semences, elles vont être congées, on vous en donnera d'autres. Vous comprenez? Bon, pourquoi on ne peut pas passer par une relation directe? Donc, on voudrait une fécondation assistée avec des géniteurs extra-conjugaux. On lève l'interdiction des inséminations de l'article 1244 pour rétablir les deux géniteurs, pour ceux qui veulent dans les couples non sexués, du père et de la mère. Et puis, on veut un statut du coparent qui n'existe pas. Hein, le coparent, il est dans le livret de famille. Il va élever l'enfant. Il est le parent d'intention. Mais il ne va pas remplacer le géniteur. On veut juste quelque chose qui soit conjoint, cohabitant. Vous comprenez? Ça n'existe pas en droit français. Idem pour le beau-parent. On ne peut pas élever les enfants de son nouveau mari qui sont... par exemple, on divorce, les enfants sont petits, on les a élevés toute sa vie, eh bien, ils ne peuvent pas hériter. Si, il y a 60%. On peut les adopter ensemble, mais on n'aura pas les mêmes droits. Voilà. Et la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que ce qui serait le plus démocratique, c'est que ces deux lois, la loi de bioéthique et de la fécondation, de la PMA anonyme et de la PMA connue, soient soumises les deux au suffrage universel. Évidemment, il ne faut pas rêver, mais plus on demande de la démocratie, plus on fait partie de la démocratie. Donc, en fait, ce qu'il faudrait, c'est multiplier ce genre de débat où je peux proposer ma solution, ce genre de débat où je pourrais proposer ma solution face à des gens qui ne sont pas d'accord, et puis qu'il y ait de plus en plus de personnes qui l'entendent. Voilà. Donc pour ça, il faut nous aider à l'avenir pour tous. Et puis, allez voter pour la coparentalité qui n'existe pas en France. Je vous remercie.